et vous écoutez Bretagne 5, il est pile 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Éloine Racineux. Il est responsable du Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Et il a fait le chemin pour être avec nous ce matin au micro de Bretagne 5 matin en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de votre invitation. Alors nous allons, vous l'aurez compris, parler politique et j'ai envie de commencer tout de suite par cette fameuse motion de censure. J'imagine bien que vous n'avez pas encore, puisque le Rassemblement national, parti auquel vous appartenez, ne prendra sa décision que demain matin, si j'ai... Demain après-midi lors de notre réunion de groupe. Ouais. Voilà, concernant cette motion de censure, le Parti socialiste a bien fait hier de ne pas s'associer à cette motion de censure qui pourrait ou qui aurait pu faire finalement tomber le gouvernement de François Bayrou après cette annonce du 49.3. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Parti socialiste, encore une fois, a trahi son programme. Il a trahi ses électeurs, il a trahi le programme pour lequel il a été élu. Donc, je ne sais pas s'il a bien fait ou pas, c'est pas à moi d'en juger. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le budget proposé par François Bayrou, qui va passer donc par 49.3, est un mauvais budget. C'est un budget qui reprend la copie conforme, une copie conforme du budget proposé par Michel Barnier. C'est un budget qui augmente les impôts, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour les finances publiques. Pour un euro d'économie dans ce budget, il y a 9 euros d'augmentation d'impôts. C'est un budget qui va taper donc sur les travailleurs, sur ceux qui vont travailler, les salariés, les ouvriers, les artisans, les commerçants, sur nos entreprises. Et c'est un budget qui ne va pas chercher les économies là où on devrait aller les chercher, notamment sur le train de vie de l'État. Je pense par exemple au siège que s'est fait faire le président du Sénat, qui coûte 36 000 euros. Je pense que ces 36 000 euros-là, on aurait pu les investir ailleurs. Ou alors sur le fait que les privilèges aux anciens présidents de la République et aux anciens premiers ministres étaient rétablis main dans la main, il faut le dire, par LR et le PS, donc l'UMPS ensemble, qui ont rétabli donc ces privilèges qui coûtent très cher. Alors justement, aujourd'hui il faut faire des économies, on l'aura bien compris. Il faut aussi parler de fiscalité parce que les Français n'ont pas envie de voir arriver de nouveaux impôts. Néanmoins, il va falloir trouver de nouvelles rentrées pour pouvoir équilibrer, ou tout au moins pour essayer, autant que faire se peut, de combler le déficit de la France. Comment faire ? On a l'impression que l'équation est complètement insolvable. Non, je ne pense pas que l'équation soit insolvable. Au Rassemblement national, notre groupe a proposé un contre-budget. On a proposé de réduire un certain nombre de dépenses, notamment les dépenses relatives à l'immigration. Là, dans ce budget-là, Bayrou nous annonce geler 110 millions d'euros pour l'augmentation. Geler une augmentation prévisionnelle de l'AME qui équivaut à 110 millions d'euros. Alors l'AME, il faut le préciser pour nos auditrices, nos auditeurs, c'est l'aide médicale d'État. Tout à fait. Donc Bayrou nous a dit que il allait, comment dirais-je, geler donc cette augmentation prévisionnelle, mais en fait ce n'est qu'une augmentation prévisionnelle, c'est-à-dire que le budget de l'AME ne va pas changer entre 2024 et 2025. On gèle simplement une augmentation qui est en prévision. Donc en réalité, on ne fait pas d'économie sur ce plan-là. Il y a d'autres économies à aller chercher. Moi, je pense par exemple à notre contribution nette à l'Union européenne, qui d'ailleurs avait été diminuée par un amendement adopté à l'initiative de notre groupe à l'Assemblée nationale lors du précédent gouvernement. Donc il y a un certain nombre de dépenses sur lesquelles on pourrait faire des économies, mais dont on ne fait pas d'économies par pur tabou. Il y a une forme, une sorte de dogme en France, ce tabou justement des économies. Selon vous, il faut faire sauter les verrous à ce niveau-là ? Moi, je pense que il y a des économies à faire. Je pense que c'est pas forcément moins d'État qu'il faut, mais c'est mieux d'État. Il faut investir. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un problème de déficit budgétaire. On fait de la dette pour financer notre propre fonctionnement. Mais en réalité, faire de la dette, c'est pas vraiment un problème si cette dette-là, elle sert à investir dans l'avenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une question relative à une meilleure répartition des deniers publics. Alors, meilleure répartition des deniers publics et aussi répondre à une attente. On sait aujourd'hui que les Français demandent plus de services publics. On pense en particulier dans les campagnes, mais aussi parfois dans certaines villes moyennes. Là aussi, ça va coûter ces services publics. Là aussi, l'équation est difficile à résoudre. Oui, mais encore une fois, c'est une question de choix, de volonté politique, et si on décide de mieux répartir les deniers publics, eh bien, c'est-à-dire qu'on fera des économies d'un côté, mais pour investir dans nos services publics de l'autre.
Alors avec, là je reviens un petit peu à ce 49.3, alors on a l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu pendant les précédentes législatures, et ces motions de censure. Alors 2 motions de censure qui vont être déposées. Le RN donc en attente de décision, on pourrait dire comme ça. Ce serait bon que le gouvernement tombe, selon vous, ou au contraire, il faut une forme de stabilité? Je vous demande pas, voilà, c'est pas une question piège, hein, mais il faut garder une forme de stabilité pour éviter justement de rajouter un peu de chaos au chaos. Moi, j'ai pas de position personnelle à donner. Je pense que la décision, elle sera prise en connaissance de cause par Marine Le Pen et Jordan Bardella lors de notre réunion de groupe demain. Ce que je peux vous dire, c'est que ce budget, c'est un mauvais budget. Ça, il faut le dire. Mais d'un autre côté, au Rassemblement national, on a fait des propositions, on s'en sort la tête haute. On a fait reculer le gouvernement sur le déremboursement des médicaments, sur les 7 heures non rémunérées, qui était un impôt en réalité un peu déguisé. On a aussi fait reculer le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Donc on s'en sort la tête haute et voilà, la décision maintenant, elle sera réfléchie et elle sera prise en connaissance de cause. Avec aujourd'hui une grande instabilité politique qui est observée d'ailleurs depuis d'autres pays. On pense aux États-Unis. On va en dire un mot tout de suite des États-Unis, mais une grande fragilité aussi de l'Europe plus largement. Est-ce qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle phase géopolitique, à savoir une grande fragilité des pays qui composent l'Europe, et à côté de ça des géants, là on pense à la Chine, on pense évidemment aux États-Unis, qui prennent une forme d'ascendant? Moi, je pense que les empires, comme c'est le cas de l'Union européenne aujourd'hui, finissent toujours par s'effondrer. Je pense que ce sont les nations qui ont leur place en réalité dans la communauté internationale. Plus précisément sur le cas des États-Unis, en réalité, je pense que la France n'a rien à attendre en réalité des États-Unis. Les États-Unis ont toujours eu une politique constante qui a été plus ou moins répétée par les administrations qui se sont suivies. Mais en réalité, les États-Unis, c'est les États-Unis d'abord. Ils défendent tout le temps leurs intérêts, toujours, quelle que soit l'administration en place. Souvenez-vous, par exemple, l'affaire des sous-marins en 2021, l'affaire de la crise des sous-marins. L'Australie avait commandé 12 sous-marins à propulsion nucléaire à Naval Group, qui est un industriel français. Résultat des courses, aujourd'hui, ce sont des industriels américains, parce que les Américains ont fait pression sur l'Australie pour qu'elle n'aille pas au bout de son contrat. Donc le mérite finalement peut-être de l'élection de Trump, c'est de dire clairement ce qu'il va faire. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que j'espère que ça va faire un électrochoc à nos dirigeants qui vont enfin comprendre qu'en matière de relations commerciales, c'est pas des relations de bisounours, si vous me permettez l'expression, ce sont des relations d'intérêt à intérêt, d'État à État. Alors justement, ces relations d'intérêt à intérêt d'État à État, on n'entend pas les mêmes voix partout en Europe, mais on a entendu la voix d'Emmanuel Macron qui est sorti quelque peu de sa réserve pour dire voilà, si les États-Unis nous agressent, on entend bien entendu du côté commercial, fort heureusement, on répondra. Mais comment répondre aux États-Unis? Parce que ce que je disais tout à l'heure, on a une Europe qui est quand même assez faible, une France qui est quand même un petit peu désordonnée. Comment réagir? Moi, je pense qu'il faut se donner le moyen de ses ambitions, il faut se donner les moyens de dire non, il faut se donner les moyens. En fait, tout est une question de moyens. Il faut oser. Il faut oser dire il faut non. tout à fait oser. Il faut tout à fait oser. Quand aujourd'hui on est le seul pays qui fait pas de protectionnisme, quand aujourd'hui on ne peut pas, enfin les pays européens ne peuvent pas investir publiquement dans des entreprises qui travaillent, qui recherchent dans des secteurs stratégiques. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle. Alors que Trump, lui, qui fait preuve d'un volontarisme incroyable, puisque lors de son investiture, il a signé pas moins de 150 décrets et annoncé d'ores et déjà investir plus de 500 milliards de dollars dans les entreprises qui travaille sur l'intelligence artificielle. Quand donc on ne peut pas faire ça en Europe au nom du principe de libre concurrence, quand on ne peut pas faire ça en Europe entre guillemets parce que nous sommes par pur idéologisme, ou du moins parce que l'Union européenne par pur idéologisme est une institution qui prône le libéralisme à ne plus savoir qu'en faire, je pense que ça ne nous donne pas les moyens de pouvoir peser. Mais encore une fois, tout est une question de moyens. Je pense que si on se donne les moyens, ça s'appelle notre sphère diplomatique, ça s'appelle des négociations commerciales. Si on se met à faire du protectionnisme, eh bien voilà, Trump, il nous dira, alors vous
vous faites pas de protectionnisme sur ça, mais en échange, on fera pas de protectionnisme sur ça. Voilà. Ce sont des relations d'État à État. Il faut pas avoir peur d'affronter les États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, pendant la guerre froide, il a donné à la France les moyens de ses ambitions, il a donné à la France les moyens de son indépendance, il a lancé notre grand programme nucléaire et il a pu dire non aux États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité là-dessus. Voilà, on peut rester alliés, mais défendre les intérêts respectifs. Tout à fait. Je pense que les relations qu'on doit avoir avec les États-Unis doivent pas être des relations de subordonnés. Je pense que, mais c'est pas non plus des relations d'ennemis qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux. C'est des relations cordiales, d'entente, d'État à État, qui défend ses intérêts. Alors on a l'impression quand même d'un Donald Trump qui est un peu un rouleau compresseur. On l'a entendu avec le Mexique. Il a réussi à faire plier le Mexique en disant voilà, vous mettez des soldats à la frontière. De fait, à partir de ce moment-là, moi je vous mets pas de droit de douane. Même scénario en ce qui concerne le Canada. Puis reste le Groenland. Le Groenland qui est quand même un lieu stratégique. Il y a Absolument. beaucoup de minerais, il y a beaucoup de terres rares. On a l'impression quand même d'une forme de conquête quelque part. Alors nous, plus précisément sur la question du Groenland, nous sommes pour le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Nous respectons l'intégrité territoriale des États et les velléités de M. Trump sur le Groenland sont tout à fait inacceptables, que ce soit sur le plan diplomatique ou militaire. Donc de la même façon que nous soutenons l'Ukraine dans le cadre de l'invasion russe, nous soutenons évidemment l'intégrité territoriale du Danemark. Alors ça pose aussi des questions de défense aujourd'hui. Là encore, Donald Trump, pour ne citer que lui, a finalement posé les cartes sur la table en disant ok, l'OTAN maintenant c'est un peu du passé, néanmoins on peut continuer à vous protéger, vous les Européens, mais c'est vous payez. Évidemment, mais encore une fois, moi je pense qu'on n'a rien à attendre des États-Unis en réalité. Les États-Unis sont toujours intervenus pour protéger leurs intérêts. Et si demain, une attaque d'un pays tiers sur un membre de l'OTAN ne correspond pas, ou du moins ne met pas en péril l'intérêt des États-Unis, je pense que les États-Unis n'interviendront pas ou interviendront à minima. Donc je pense encore une fois qu'il ne faut pas compter sur les États-Unis d'Amérique pour notre propre défense. Je pense que en France, on a tout à fait les moyens de pouvoir se défendre. On est une puissance nucléaire, on a une très grande industrie de défense, on a Dassault, on a Naval Group. Donc je pense encore une fois que la France est tout à fait indépendante de ce point de vue-là et qu'on est capable nous-mêmes d'assurer notre défense. Vous faisiez référence tout à l'heure au général de Gaulle, qui en son temps avait été très protectionniste, on peut le dire comme ça, et à la fois aussi très jaloux de l'indépendance de la France, de la souveraineté de la France. Aujourd'hui, on a un peu glissé en sémantique, on parle de souveraineté de l'Europe. Est-ce à dire que demain, on pourra imaginer une armée européenne, voilà, des États européens fédéraux, je vois déjà point de votre réponse. Vers quelle forme d'Europe faudra-t-il aller demain ? Une Europe des nations, je pense. Je pense qu'encore une fois, les empires finissent toujours par s'effondrer. Je pense que c'est les nations qui ont leur place en réalité. Nous, on est donc pour une Europe des nations souveraines dans lesquelles chaque État coopère en réalité. C'est pas une organisation à dominante d'intégration, mais c'est vraiment de la coopération entre les États sur des grands projets. Je pense à des choses qui ont particulièrement bien fonctionné. Par exemple, Airbus. C'est un fruit de la coopération entre les États européens et je pense que c'est ce genre d'organisation qui fonctionne et c'est pas l'Union européenne du moins telle qu'elle existe aujourd'hui. L'Union européenne est très décriée aujourd'hui, y compris dans les rangs de la gauche. On entend la France insoumise vilipender l'Union européenne. On entend également le RN vilipender l'Union européenne. Évidemment, il ne s'agit pas de faire disparaître l'Europe, mais comment construire une Europe des nations, justement, sans que les nations soient en concurrence entre elles ? Mais les nations sont évidemment en concurrence entre elles, elles défendent des intérêts qui sont différents. Donc c'est un choix et une construction qui sera évidemment différente de l'Europe qui existe aujourd'hui. Alors, l'Europe qui existe aujourd'hui, on la voit beaucoup s'orienter vers une forme de populisme. Vous me permettrez le terme, mais vous avez le droit de le démentir. On voit plusieurs pays, alors évidemment on cite beaucoup l'Italie, mais il y a la Hongrie, on voit également le Benelux qui bouge à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une envie aujourd'hui des Européens d'avoir plus
allez, je vais dire, d'avoir un côté plus peut-être calme, d'avoir un côté plus rigide au niveau politique que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent? Moi, je pense que l'Europe qui s'est construite aujourd'hui, c'est une Europe qui s'est construite d'abord contre les peuples. Souvenez-vous, en 2005, les Français disent non au référendum. En 2007, lors du traité de Lisbonne, le gouvernement fait tout le contraire. Donc je pense que cette Europe-là, c'est une Europe en réalité qui est rejetée par les gens. Parce qu'ils ont le sentiment que l'État ou leur nation n'est plus tout à fait souveraine ou maîtresse de son destin. Donc je pense qu'il y a une aspiration au niveau européen des peuples, en réalité, à reprendre le contrôle. Ça, c'est un sentiment que j'ai, en tout cas. Alors, on parle beaucoup d'immigration. Voilà, vous n'avez pas échappé à la question. Aujourd'hui, on entend parler de submersion migratoire. Ce sont les termes du Premier ministre qui vont lui valoir d'ailleurs de la part du Parti socialiste une autre motion de censure, un 49-2 cette fois-ci. Est-ce qu'on est réellement en submersion migratoire ou est-ce qu'on n'a pas suggéré finalement les flux migratoires? Alors, on est, à mon sens en tout cas, effectivement en submersion migratoire. Il y a un très bon article de Marianne qui le montre, qui montre d'ailleurs que ce sont les villes de l'ouest de la France qui ont le plus subi l'immigration ces 20 dernières années. Je prends par exemple une commune dans la périphérie de Rennes qui s'appelle Vezin-le-Coquet. L'immigration entre 2006 et 2021 a augmenté de 587%. Si c'est pas de la submersion, je ne sais pas ce que c'est à titre personnel. Donc oui, il y a évidemment une question sur les flux migratoires qu'on n'a pas su gérer, ou qu'on n'a pas voulu gérer, par pur cynisme et par pur idéologisme. Alors justement, on a une forme d'idéologie autour de l'immigration. Alors on dit, voilà, ça c'est l'affaire du Rassemblement national. Voilà. Aujourd'hui, on voit quand même que, même à gauche, il y a une réflexion, là encore, au Parti socialiste, par exemple, il y a une réflexion autour des flux migratoires, autour de l'accueil aussi des migrants. Que faire quand on a beaucoup de migrants? Est-ce qu'il faut les bien accueillir, les intégrer à la société, les assimiler, c'est aussi le terme. Oui, absolument, il faut les assimiler. Mais il faut s'en donner les moyens. Il faut évidemment s'en donner les moyens. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus les moyens d'accueillir une immigration telle qu'on l'accueille aujourd'hui. Donc il faut prendre à un moment ces dispositions. Le Parti socialiste est en train de réfléchir, effectivement, comme vous dites, à la question. Mais le Parti socialiste, je rappelle qu'il a été au pouvoir, et que le Parti socialiste n'a jamais rien fait. C'est pareil pour les LR. Retailleau, certes, il parle bien, il dit beaucoup de choses, Retailleau, mais Retailleau, en attendant, qu'est-ce qu'il fait? Elias, il est mort à Paris à 14 ans à cause de son téléphone portable. Donc voilà, Retailleau, encore une fois, et le Parti socialiste sont des gens qui sont allés au pouvoir, qui ont l'expérience du pouvoir, qui n'ont jamais rien fait. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est élu en 2007, il supprime des postes de fonctionnaires, en particulier des fonctionnaires de police. Et on voit aujourd'hui que cette politique-là, eh bien, elle n'a pas fonctionné. Il y a une relation entre immigration et insécurité. On vous le reproche souvent d'ailleurs, cet amalgame, si vous me permettez. Je pense que c'est pas un amalgame, je pense que c'est juste un fait, et que toute personne ayant du bon sens constate ce lien. Alors, il y a aussi, ça nous ramène un peu sur la scène internationale, les relations entre la France et l'Algérie. Une grande fracture depuis la fin de la guerre d'Algérie. On a entendu, on a lu en tout cas chez nos confrères de l'opinion, les propos du président algérien, propos très durs pour la France, ou en tout cas contre la France. Selon vous, la rupture est inévitable? Avec les relations entre la France et l'Algérie, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on adopte des relations normales en fait, entre deux pays. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours cette question de la rente mémorielle. Objectivement, je pense que c'est du passé. D'ailleurs, je pense qu'en fait, les premières victimes là-dedans sont les citoyens algériens, qui sont d'abord victimes du gouvernement algérien, qui fait tout pour entretenir cette rente mémorielle et cette haine et cette détestation de la France. D'un autre côté, nous, on a nos dirigeants qui sont incapables de répondre quoi que ce soit à l'Algérie. Regardez Retailleau, quand il a voulu expulser des influenceurs algériens et que le gouvernement algérien a dit non, qu'est-ce qu'il a fait Retailleau? Il n'a rien fait. Voilà. Donc oui, évidemment, je pense que pour le bien de nos deux pays, les relations entre l'Algérie et la France devront se normaliser. Et on ne doit pas rester dans cette relation qui est aujourd'hui un peu une relation toxique qui se construit autour de cette fameuse rente mémorielle. Et je pense qu'il va falloir, pour renormaliser nos relations, d'ailleurs, faire quelque chose à propos des accords d'Évian de 68. Il faut les supprimer, ces accords? Je pense qu'il faut les dénoncer, oui. Je pense qu'il faut... On risque un bras de fer, il faut éviter ce bras de fer à tout prix?
je pense pas qu'il faille éviter ce bras de fer. Enfin, si le gouvernement algérien est prêt à reprendre des relations normales, très bien. Mais si le gouvernement algérien continue de se comporter comme il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire de manière belliqueuse, à un moment, la France va devoir se faire respecter. Je voyais qu'en 2022, on avait encore donné 132 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie. Donc peut-être jouer sur ces leviers pour reprendre des relations qui sont parfaitement saines. Voilà, faut prendre un petit peu la méthode de Trump, jouer sur le portefeuille. Évidemment. Enfin, on n'a pas de leçons à recevoir du gouvernement algérien. Avec aujourd'hui, vous parliez de diplomatie tout à l'heure en début d'entretien, une diplomatie très affaiblie en France aujourd'hui. On parle plus de diplomatie européenne que de diplomatie française. Il faut recréer ces réseaux diplomatiques qui ont fait finalement entendre la voix de la France à l'étranger. Mais évidemment, je pense que notre principal problème aujourd'hui en matière diplomatique, c'est le fait que nous sommes perçus comme étant un vassal des États-Unis d'Amérique. La France, par son histoire, a toujours été une puissance non alignée. Qui d'ailleurs lui a permis d'avoir une voix singulière en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, cette voix singulière, elle a disparu. Regardez par exemple sur la gestion de la crise du Liban. La voix de la France, en réalité, qu'on le veuille ou non, et que M. Macron le veuille ou non, la voix de la France est beaucoup moins forte aujourd'hui parce que nous sommes perçus d'abord comme un vassal des États-Unis d'Amérique. Et il faut se redonner les moyens de pouvoir dire non, les moyens de pouvoir être indépendant véritablement sur le plan diplomatique et d'avoir une voix singulière. Voilà, retrouver cette voix diplomatique, cette voix de la France. J'avais envie de vous entendre, on va passer de l'international au vraiment local, parce que il parlait de 49.3 tout à l'heure, on parlait de cette politique française un peu chahutée, mais il y a des échéances. Alors, les échéances de 2027, évidemment, mais plus près de nous, on a les municipales de 2026. On sait que le RN compte peser dans ces municipales. Alors, je ne vous demande pas vos secrets de fabrication, mais on imagine que vous êtes déjà en ordre de marche pour pouvoir placer des candidats un petit peu partout en France. Et ici dans l'Ouest, on a vu une grande progression du Rassemblement national ces dernières années en Bretagne. Est-ce que vous comptez sur cet élan pour conquérir des mairies en Bretagne? Vous avez tout à fait raison de rappeler que le Rassemblement national s'inscrit dans le cadre d'une dynamique extrêmement imposante. En 2017, au second tour de la présidentielle, c'est 11 millions de voix. En 2022, c'est 89 députés à l'Assemblée nationale. En 2024, c'est 32% aux européennes. Et 26% en Bretagne, on distance de 7 points la liste de Raphaël Glucksmann, la liste Parti socialiste, alors que la Bretagne a pendant été très longtemps une terre socialiste. Donc oui, les élections municipales seront un grand succès pour le Rassemblement national. La Bretagne, qui était hier une terre de mission pour le Rassemblement national, est aujourd'hui, je pense que je peux le dire, est une terre d'élection. Donc oui, nous nous préparons aux élections municipales. Ces élections municipales, elles seront un grand succès et elles sont extrêmement importantes en réalité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont un an avant la présidentielle, que pour se présenter à une présidentielle, il faut 500 parrainages d'élus locaux. Et que effectivement nous avons des grands chantiers qui nous attendent au niveau national, le chantier du déficit, le chantier de l'immigration, le chantier de la réindustrialisation, le chantier de redonner à notre agriculture sa compétitivité afin que l'agriculture produise véritablement, parce que c'est ça aujourd'hui son principal problème. Donc certes nous avons ces grands chantiers au niveau national, mais il sera entre guillemets plus simple de les préparer, ces chantiers, si on prépare nos territoires à ces grands changements. Et quoi de mieux pour préparer ces territoires à ces grands changements que de diriger un certain nombre de collectivités. Je pense que c'est indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tourné, je vais être un peu brutal dans le propos, mais la page de Jean-Marie Le Pen, on a dédiabolisé le Rassemblement national, et que finalement, la jeune génération que vous incarnez vous-même passe à autre chose finalement? Est-ce qu'on est plus dans une réflexion de droite que dans une réflexion d'extrême droite, si vous me permettez le terme? Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen a été un homme qui a incontestablement marqué son temps. Il était le dernier député de la 4e République, donc il a eu plus de 70 ans de vie politique. À titre personnel, moi, je ne l'ai pas connu. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, une page se tourne, une page de l'histoire politique se tourne, et que oui, effectivement, il y a une nouvelle génération maintenant au Rassemblement national, et que nous allons prendre le pouvoir. Alors, il y a les ennuis de justice de Marine Le Pen. On peut imaginer que demain, elle soit inéligible. Est-ce que ça ouvre la voie à Jordan Bardella?
Pour l'instant, Marine Le Pen n'est pas inéligible, donc elle est et demeure notre candidate naturelle à l'élection présidentielle. Voilà, j'ai fait un peu de prospection, ça n'a pas marché, j'ai bien compris. Aujourd'hui, prévoir les élections municipales, c'est aussi peut-être décrocher les grandes villes. On sait qu'il y a une forte attente de changement dans l'ouest de la France. Il y a une forte attente des Bretons. On a été surpris néanmoins de voir que, vous le disiez, vous y faisiez référence tout à l'heure, Éloine Racineux, une forte attente des Bretons pour un changement. Est-ce que ce changement peut finalement aller vers le Rassemblement national ou profiter au Rassemblement national sur une terre plutôt démocrate chrétienne, centriste? Évidemment, je pense que cette famille démocrate chrétienne, comme vous l'appelez, elle a exercé le pouvoir. Alors elle a exercé le pouvoir à tour de rôle entre l'UMP, le PS, l'UMPS. Donc je pense que ces gens ont déjà exercé le pouvoir, que ces gens ont déçu, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, incontestablement, demeure une forme de dernier espoir pour un bon nombre de Français. Alors, l'espoir, c'est aussi l'obligation de réussite. C'est ça de passer je dirais, de la forme candidat à la forme décisionnaire. Il y aura une forte attente, il ne faut pas décevoir finalement. Non, il ne faudra pas décevoir, il faudra se donner les moyens de réussir. Encore une fois, tout est une question de se donner les moyens, je pense. Le jeune que vous êtes, vous me permettez, c'est votre première radio à Bretagne 5. Ma première radio tout court. Et votre première radio tout court. Éloine Racineux, j'avais envie de vous entendre sur votre engagement. Il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers le Rassemblement national? Pourquoi le Rassemblement national finalement et pas, je sais pas, le Parti socialiste ou LR? Une seule personne, Marine Le Pen. Voilà. Je me suis engagé, je pense, pour elle, parce que franchement, c'est une femme politique extraordinaire qui impose le respect. Voilà, qui impose le respect, qui a des idées, qui a des convictions, qui a une vision de la France, ce qui fait d'elle une leader politique incontestable. Le problème des autres familles politiques aujourd'hui, je pense, déjà c'est que je suis pas en accord avec leur vision, mais je pense d'abord qu'ils n'ont pas de vision en réalité, qu'ils agissent dans l'instant. Je pense que Marine Le Pen a une vision pour l'avenir et je pense que c'est cela qui fait qu'aujourd'hui le Rassemblement national a une voix singulière. L'envie de refaire de la politique à long terme et non plus à court terme, comme on avait été habitué ces dernières années? Exactement. Alors, justement, l'engagement politique, c'est aussi aller sur le terrain. C'est facile de militer quand on est au Rassemblement national, avec tout ce que ça peut comporter d'inimitié de la part de d'autres formations politiques? Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est pas non plus extrêmement difficile. C'est moins difficile que dans les années 80, par exemple. Donc, là encore, la dédiabolisation, je vais y arriver, fonctionne. Oui, évidemment. Vous avez des ambitions politiques, vous avez envie un jour d'être maire d'une commune, vous avez envie de vous présenter? Évidemment. Oui, évidemment, oui, tout à fait. Vous allez vous présenter aux prochaines élections, vous suivez mon raisonnement? Oui, je serai certainement candidat, oui. Mais on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Voilà, j'ai un petit peu anticipé. Merci infiniment, Éloine Racineux, responsable du Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique. Et il y aura encore beaucoup à dire dans les jours à venir. Merci beaucoup, belle journée. Merci, vous aussi. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.